Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Au menu de cette édition, lancement à Boromo des travaux de construction du pont sur le fleuve Mouhoun. Le coût de l'infrastructure s'élève à environ 6 milliards de francs CFA et devrait permettre de renforcer l'existant. En l'occurrence, le pont actuel dont l'état est des plus inquiétants. Le chef du gouvernement est celui-là même qui a donné le coup d'envoi des travaux. C'était ce matin donc à Boromo dans les Balais. Une autre nouvelle qui donne du baume au cœur, les chercheurs burkinabés, au bout de plusieurs années de recherche, ont mis sur pied un vaccin qui devrait inverser les chiffres du paludisme. Le vaccin RTSS expérimenté sur le site de Nanoro a prouvé son efficacité. Il est en attente de l'OMS qui est la seule habilitée à homologuer le produit. C'est sous haute surveillance que s'est déroulée la prestation de serment d'Adama Barrow, le président élu de la Gambie. Les forces de l'ordre sénégalaises ont été massivement déployées dans le quartier Yoff Tongor de Dakar, où est située l'ambassade de Gambie, lieu de prestation de serment. Pendant ce temps, la CEDEAO maintient une menace d'intervention militaire dans le pays où Yaya Jammeh refuse toujours de quitter le pouvoir perdu depuis le 1er décembre dernier. Tout de suite, donc, direction Boromo où s'est déroulée une cérémonie des plus attendues. Il s'agit du lancement des travaux de construction d'un pont sur le fleuve Mouhoun. Celui existant menace de céder à chaque passage et les travaux qui débutent augurent de meilleurs lendemains. Le compte-rendu de la cérémonie, c'est avec Pamadrogo, Jean Zongo et Nyarkiteda. Regardez ce pont. C'est celui situé sur le fleuve Mouhoun, à Boromo, sur la route nationale numéro 1. Construit à peine il y a quelques années, l'ouvrage est déjà dans un état vétuste. Il faut vite agir et c'est tout l'enjeu du lancement des travaux de construction d'un nouveau pont par le chef du gouvernement. C'est notre principale voie d'accès vers le port d'Abidjan, qui est un port très important pour le désenclavement de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes venus inaugurer les travaux de lancement de ce pont sur le Mouhoun qui va permettre donc de rénover l'ancien pont, de sécuriser la circulation des biens et des personnes sur cette route nationale numéro 1 et ainsi fluidifier la circulation des biens et des personnes. Le nouveau pont long de 106 mètres que voici en photo marque une grande différence avec l'existant, foi du ministre en charge des infrastructures. Alors l'ouvrage lui-même, il s'agit d'un pont à poutres en béton armé, de pieux forés, de semelles et de culées comprenant des murs en aile et des dalles de transition en béton armé. Des travaux de terrassement, remblais d'accès aux ouvrages, fouilles pour fondation d'ouvrage, remblais de fouilles, des fournitures et poses d'équipements spécifiques, des garde-corps, des joints de chaussée, des joints de trottoir, des corniches et des gargouilles, et j'en passe. En attendant sa réalisation, l'on s'en remet à la bénédiction divine et de celle des mannes des ancêtres pour tenir le présent pont pendant encore 18 mois, délai de réalisation du nouveau pont. Le coût de réalisation est estimé à environ 6 milliards de francs CFA et financé par l'Union européenne. L'Union européenne, comme tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Burkina Faso dans le secteur des transports et des infrastructures, recommande fortement que le règlement 14 de l'UEMOA, qui concerne le respect de la charge à l'essieu, soit appliqué. Le respect de la charge à l'essieu va entrer en application au Burkina Faso en avril prochain, rassure le chef du gouvernement pour qui on ne doit plus voir pareil chargement. Ce fut une occasion pour le gouvernement d'annoncer le lancement de la réfection du tronçon Koupela-Okunguin dans les toutes prochaines semaines. À Ouagadougou, les élus nationaux ont voté à l'unanimité 2 projets de loi du gouvernement. Ces projets de loi devraient renforcer l'arsenal judiciaire burkinabé. Dans le viseur, il y a le terrorisme et les infractions économiques. C'est ce que nous rapportent Koualen Nebié et Bouma Ernest Nebié. L'État burkinabé pourra désormais mieux réprimer les actes terroristes. Les députés viennent de voter à l'unanimité un projet de loi portant création, organisation et fonctionnement d'un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. Un projet de loi que le ministre en charge de la Justice a bien expliqué à la représentation nationale avant son adoption. La loi relative
à la lutte contre les actes terroristes, va créer un pôle spécialisé dans la lutte contre les infractions liées au terrorisme au sein du tribunal de grande instance Ouagadougou 2 qui sera construit cette année. Et là également, ce pôle aura une compétence sur toute l'étendue du territoire. Et cela nous met au diapason avec les autres pays sur la lutte contre le terrorisme. C'est une bonne initiative. Aujourd'hui, non seulement nous allons renforcer nos moyens de défense contre le terrorisme, mais aussi sur le plan juridique, nous aurons le droit avec nous. Également au menu de cette plénière, le vote du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée. Il s'agit de deux pôles, créés l'un au sein du TGI, tribunal de grande instance de Ouagadougou 1, parce que nous aurons un tribunal de grande instance de Ouagadougou 2, et l'autre au sein du tribunal de grande instance de Bobo. Alors, il s'agit de réorganiser les compétences au sein de ces deux juridictions qui deviendront les principales juridictions qui vont connaître de ces questions. L'avantage d'une telle situation, c'est que ça va nous permettre de renforcer les compétences des magistrats parce qu'on va concentrer les moyens au sein de ces deux juridictions avec un personnel spécialisé depuis les officiers de police judiciaire jusqu'au niveau jugement. La plénière a aussi validé l'entrée de Charles Nédogo comme député à la représentation nationale. Il remplace Salifou Savadougou, un député du CDP dont l'immunité parlementaire a été levée. Je vous le promettais hier et vous le savez déjà, le verdict pour le procès des militaires et civils inculpés pour complot, détention illégale d'armes de guerre est tombé dans la nuit. Après 10 jours d'audience, le juge militaire condamne les cerveaux de l'affaire à 15 ans de prison ferme. Une dizaine d'autres inculpés ont été relaxés au bénéfice du doute. Les détails avec Zoubaviel David Dabiré. 15 ans de prison ferme assorti d'un mandat de dépôt pour le caporal Madi Ouedraogo, le sergent Mahamadi Zalé et Cheikh Alassane Ouedraogo, dit le marabout. Le verdict du procès des 29 militaires et civils inculpés pour complot militaire et détention illégale d'armes de guerre et de munitions est tombé hier dans la nuit. Une quinzaine de militaires de l'ex-RSP écopent également d'une peine d'emprisonnement de 10 ans ferme. Gilbert Guira, le chauffeur de tricycle, lui, est acquitté au bénéfice du doute. Ce verdict est le résultat d'un procès qui aura duré 10 jours. 10 jours durant lesquels accusation et défense ont rivalisé d'ardeur devant le tribunal qui, pour convaincre le juge militaire de la culpabilité des 29 accusés, qui pour l'en dissuader. Et pour la défense, ce verdict est tout simplement un déni de justice. Nous allons faire un pourvoi en cassation. Ça, il n'y a pas à douter de cela. C'est clair. Parce qu'en tant qu'avocat, je ne peux pas rester inactif face à une telle décision. Je crois que, je le répète, ça m'a beaucoup irrité. Même quand on veut condamner, il faut y mettre de la forme. Il faut y mettre de la forme. Mais ce qui s'est passé, je l'avais dit à l'ouverture de ce procès, que notre droit recule. Et je le répète, cette décision vient confirmer que nous n'allons pas consolider notre état de droit avec de telles décisions. L'accusation, elle, se satisfait de la décision prononcée. La décision vient effectivement de tomber. Nous, en tant que partie au procès, nous prenons tout simplement acte. Parce que nous n'avons pas de commentaires à faire sur une décision de justice qui a été rendue. Nous sommes satisfaits de la décision, tout simplement. Les condamnés et leurs conseils ont 5 jours pour formuler un pouvoir en cassation. Cette audience, selon des sources proches du parquet militaire, ouvre le bal d'une série de procès, à savoir les dossiers de putsch manqué, de l'attaque de la soute à munitions de Yimdi, et de l'insurrection populaire. Et la plupart des 29 militaires inculpés dans cette affaire ne sont pas à la fin de leur démêler avec la justice. Parlons politique à présent avec cette nouvelle union. Le Conseil national révolutionnaire Mouvement Sankariste rejoint le parti de Maître Benewende Sankara. Le CNR-MS justifie ce mariage avec l'UNIR-PS par le fait qu'il est nécessaire d'affronter et surtout de remporter les batailles ensemble, les batailles qui se présentent donc aux Sankaristes. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Gérard Sommet et Oumou Sissé. Le Conseil national révolutionnaire Mouvement Sankariste CNR-MS n'existe plus. Il a fusionné avec l'UNIR-PS au cours d'un congrès extraordinaire tenu ce 15 janvier. La base nous demande de pouvoir fonctionner dans une seule structure. Donc c'est pour
réellement accéder à cette volonté de la base de se retrouver en tant que camarades sankaristes dans une structure pour mieux, comme nous l'avons dit, affronter les batailles qui se présentent à nous. Nous avons mené beaucoup d'actions ensemble et vraiment nous nous sentons en symbiose avec nos camarades de l'UDPS. Avec cette fusion, Romain Konombo et ses camarades veulent également créer une synergie d'action pour renforcer leur soutien au pouvoir en place. Ces nouveaux militants de l'UNIR-PS vont participer au congrès du parti prévu du 27 au 29 janvier prochain. Le transfert des ressources, élément clé du processus de décentralisation voulu par le Burkina, est effectif pour cette année 2017. Le ministre en charge de l'économie et l'association des municipalités ont procédé à la signature marquant l'arrêté de transfert de ces ressources. Elle s'élève à plus de 57 milliards de francs CFA. Gérard Sommet et Moumouni Soubega, reportage. Un échange de documents pour matérialiser le transfert des compétences et ressources aux collectivités territoriales. Ce sont des ressources d'un montant d'environ 57 milliards de francs CFA que l'État burkinabé octroie aux collectivités territoriales au titre de l'année 2017. Par ce chèque, le gouvernement entend accompagner les municipalités dans l'accomplissement de leur mission. Le PNDS s'est fixé comme objectif à l'horizon 2020 d'avoir au moins 15% des ressources transférées aux collectivités territoriales, c'est-à-dire transférées avec justement une autonomie de gestion au niveau de ces collectifs. Je crois que ça c'est un message très fort dans lequel effectivement nous sommes en train de transcrire. Et parce que si vous voyez déjà 5% 2017, première année d'exercice plein au niveau du budget de l'État, vous voyez que nous sommes donc dans de très bonnes perspectives. Selon Rosine Koulibaly-Sori, ce montant jamais égalé est en hausse de plus de 282% par rapport à celui de 2016. Une décision qui réjouit les responsables des collectivités territoriales. Au niveau des compétences transférées, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine de l'éducation, il y a le domaine de la santé, il y a le domaine des infrastructures. Donc ces fonds sont répartis en fonction des nomenclatures budgétaires et exécutés comme tels, selon la loi budgétaire que chaque commune, selon les règles budgétaires que chaque commune se fixe quand on adopte le budget. En plus de ce montant, l'État burkinabé dit ajouter des ressources non affectées, à savoir les dotations globales de fonctionnement et d'équipement. Et aux côtés de ces collectivités, des bailleurs de fonds comme le Japon apportent leur contribution, des centres de santé, des infrastructures au profit des populations rurales. Ce sont autant de réalisations à mettre à l'actif de la coopération Burkina-Japon. Les régions du centre-ouest, du centre et du plateau central peuvent en témoigner. Précision. Daouda Ouattara, Dimitri Badini et Bouma Ernest Nebier. Sur 6 ans de coopération, plus de 180 milliards de francs CFA sont injectés par le Japon dans plusieurs domaines, dont l'éducation et la santé au Burkina. Hommes de médias et délégations japonaises découvrent ces réalisations. Nous sommes ici au centre de santé et de promotion sociale CSPS du district sanitaire de Sapui. Les Japonais sont venus nous aider. On a eu notre dispensaire. En tout cas, on est très content à vous. Et grâce à vous, maintenant, on se soigne ici, il n'y a même pas de problème, on ne part pas au loin. Bon, et toutes les populations de Basilakoa, ils sont contents. Avant, on partait à Dalo pour accoucher. Certaines accouchaient même en route. Aujourd'hui, avec la construction du CSPS, nous sommes proches du centre de soins. Du centre-ouest, les caravaniers visitent l'école primaire publique de Zamnogo dans la commune de Komsilika. Une école construite grâce à l'association Sinilabé de la localité bénéficiaire d'une aide de 45 millions de francs CFA de l'agence japonaise de coopération internationale. On était dans des bâtiments qui n'étaient pas, en tout cas, pour nous, mais grâce aux amis japonais, nous sommes dans les nouveaux locaux et vraiment on arrive à faire le travail comme ça se doit. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Intervenant aussi dans le domaine eau et assainissement, le Japon a réalisé 274 forages dans la région du plateau central et du centre-sud. L'ambassadeur du Japon rassure aussi que son pays accompagnera le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social, PNDS.
Des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, le Burkina en regorge. Mosquirix en est la preuve. C'est le nom de baptême d'un vaccin plus connu sous l'appellation RTSS et qui va réduire les cas de paludisme chez les enfants. La phase d'expérimentation menée par le Burkina Faso a connu un succès et l'assentiment de l'Agence européenne des médicaments. Nous en savons plus sur ce projet avec Gérard Sommet et Oumar Zambré. C'est ici, dans les laboratoires de l'unité de recherche clinique de Nanoro, que le Mosquirix, nom du futur et tout premier vaccin contre le paludisme dans le monde, a été préparé et administré dans sa phase 3. Cette phase, qui est celle des tests sur les patients humains, a été conduite sous la supervision de cet homme, Alidou Tinto, investigateur principal du projet RTSS à Nanoro. Lorsque l'enfant naît, l'enfant est protégé par les anticorps de sa maman contre le paludisme jusqu'à l'âge de 6 mois. Mais après 6 mois, il faut que l'enfant apprenne à se défendre. Et comme l'enfant n'est pas encore mature, c'est en ce moment qu'interviennent les cas de mortalité, de morbidité du paludisme. C'est pourquoi, et dans cette tranche d'âge, on a beaucoup de décès liés au paludisme. Alors donc, le vaccin est préconisé pour intervenir à cette période où l'enfant perd les anticorps de sa maman pour commencer à se défendre. Nous avons fait des simulations. Si vous vaccinez 1000 enfants, je dis bien 1000 enfants, vous savez que chaque enfant, au bout de 4 ans, peut faire 1 fois, 2 fois, 3 fois le paludisme. Vous-même, vous le faites peut-être 2 fois dans l'année. Si vous vaccinez 1000 enfants, vous allez éviter 4000 épisodes de paludisme. Ça veut dire 4000 cas de paludisme sur 4 ans. Rodrigue et Padou, tous nés en 2010, font partie des milliers d'enfants choisis au hasard pour les essais cliniques du vaccin RTSS. Aujourd'hui, les parents disent constater une nette régression des épisodes du paludisme chez leurs enfants. Depuis 2010, on a commencé les essais cliniques dès sa naissance en 2010. Et depuis lors, il n'a fait le palu que 2 ou 3 fois seulement jusqu'à maintenant. Il fait de moins en moins le palu. Alors, ceux qui n'ont pas réussi, une fois que ça attaque, en tout cas, c'est très grave. Par exemple, sa grande sœur, si elle a le palu mauvais, c'est chaud. Le vaccin RTSS a premièrement été développé par les Américains dans les années 80, puis amélioré par la firme GSK en Belgique. Le Burkina Faso a dû batailler dur pour être retenu parmi les nombreux pays qui ont postulé pour conduire ces essais cliniques. Nous avons été sélectionnés parmi 11 autres institutions dans 7 pays africains, mais il faut rappeler que le Burkina était le seul pays d'Afrique de l'Ouest francophone où ce vaccin a été testé. Et donc c'est ainsi que l'IRSS a été sélectionné pour tester ce vaccin au niveau du site de Nanoro. Les espoirs de plusieurs millions de personnes à travers le monde sont tournés vers cette unité de recherche clinique de Nanoro, car le vaccin RTSS en essai n'est plus qu'à une marche de sa vulgarisation à l'échelle mondiale. Le produit a déjà obtenu le feu vert de l'Agence européenne des médicaments et n'attend plus que celui de l'OMS pour entamer le combat contre le paludisme. Donc il est important de voir au-delà de ces cas évités. Qu'est-ce que ça a permis d'éviter comme décès liés au paludisme? Et quand on parle de mortalité en science, il faut de grands échantillons. C'est pourquoi l'OMS préconise qu'à partir de 2018, ce vaccin soit déployé de façon progressive dans 3 à 5 pays pilotes où on va vacciner une grande population d'enfants. Ça permet également de résoudre les questions opérationnelles. L'unité de recherche clinique de Nanoro ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le travail continue pour améliorer l'efficacité de ce vaccin, voire trouver une deuxième génération du RTSS. Mais en attendant, si ce vaccin venait à être commercialisé peut-être dans 4 ou 5 ans à venir, c'est tout le mérite de la recherche burkinabé qui sera reconnu et confirmé. À présent, une autre histoire qui prouve que la solidarité fait encore partie de nos valeurs. Il y a 2 ans, un reportage sur votre télévision publique révélait l'anomalie des jumeaux aux pieds équins. Eh bien, Wen Panga et Wen Kuni, aujourd'hui âgés de 4 ans et demi, ont retrouvé l'usage complet de leurs membres inférieurs. Grâce à de bonnes volontés, la déformation dont ils souffraient depuis leur naissance fait partie du passé. Amadou Ligué est allé à la rencontre de ces jeunes enfants. Suivez plutôt. Ils peuvent aujourd'hui se déplacer normalement et jouer comme tout autre enfant de leur âge. Il y a 1 an et demi, ce n'était pas le cas. Wen Kuni et Wen Panga, 2 frères jumeaux, marchaient ainsi sur la pointe des pieds. Une anomalie appelée par la médecine la marche à pied équin ou walking syndrome en anglais. Après des semaines de traitement dans les services de la kinésithérapie de l'hôpital Souro Sano de Bobo-Dioulasso,
Les 2 jumeaux sont complètement guéris, une fierté pour le médecin traitant. Au dernier contrôle, on a vu que tous les 2 enfants avaient maintenant ce qu'on appelle un appui, plante un appui. C'est-à-dire les 2 pieds, vous pouvez les poser maintenant à plat au lieu de marcher sur la plante. J'avoue qu'on a été satisfait. On ne va pas dire qu'on avait un sentiment de fierté, mais en tout cas on avait le sentiment du devoir accompli. Parce que l'objectif du départ, c'est que ces enfants puissent poser leurs pieds à plat au sol. Et c'est ce qui a été fait sans passer par la chirurgie. La diffusion du premier reportage sur la situation de ces enfants en juin 2015 a touché à l'époque la sensibilité de pas mal de téléspectateurs. Grâce à ce jeune opérateur économique qui a pris en charge la totalité des frais médicaux, la déformation des pieds de ces enfants appartient dorénavant au passé. Moi, si j'étais malade une fois, il y a quelqu'un qui m'a soigné. Parce que j'avais besoin aussi d'un soutien. Et par un coup de cœur, quelqu'un de très bien placé, et que je tais son nom, mais la personne saura de qui je parle, et m'a soigné aussi. Donc, je ne m'attendais même pas à avoir ces moyens-là pour me soigner. Et j'ai demandé à beaucoup de gens qui n'ont pas réagi. Et Dieu a touché le cœur de cette personne-là, qui l'a fait. Donc c'est normal aussi que je puisse, si Dieu me donne cette possibilité ou des moyens pour pouvoir aider, je dois le faire sans arrière-pensée. Et je suis un père aussi. Les jumeaux sont nés de parents démunis, certes, mais la famille Bado peut tout de même se sentir heureuse. La santé recouvrée par les garçonnets n'a pas de prix. On n'a jamais imaginé que nos enfants allaient marcher correctement un jour. Sinon, ils sont nés triplés, mais celui-là même qui marchait bien est décédé. Aujourd'hui, grâce à de bonnes volontés, tout est rentré dans l'ordre. Nous remercions le bon Dieu et tous ceux qui nous ont aidés. Ce type de malformation dont souffraient Wen Kuni et Wen Panga n'est pas rare. Le pied équin, selon les docteurs, fait partie des principales causes de consultation dans ce centre de kinésithérapie de Bobo-Dioulasso. De cette histoire qui finit bien, il y a celle qui commence mal. Pour des présumés délinquants pris au filet de la gendarmerie, la brigade de recherche a rendu public ses investigations sur 2 enquêtes, le démantèlement d'un réseau de faux recruteurs pour des sociétés minières et la saisie de plusieurs litres d'huile impropre à la consommation. C'était au cours d'une conférence de presse dont le compte-rendu est signé Moussa Ouedraogo et Adama Koulibaly. Ce réseau de 5 présumés délinquants spécialisés dans l'escroquerie des citoyens vient d'être démantelé par la brigade de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou. Leur mode opératoire, ils ont intitulé ça calling calling. C'est en anglais calling calling, qui signifie une technique pour se faire remettre de l'argent et qui consiste à envoyer un texto sur plusieurs numéros de téléphone anonymes pour faire croire à ces personnes-là qu'ils ont des opportunités d'emploi. Alors, l'arnaqueur va vous demander auparavant si vous avez déposé une demande d'emploi sur la mine. Alors, vous qui n'avez pas fait de demande, ça va vous intéresser, vous l'appelez, pour être dans le lot là. C'est en ce moment, il dit, ah écoutez, comme vous n'avez pas posé de demande, il faut passer nous voir, nous avons une démarche parallèle pour vous faire trouver de l'emploi. Ensuite, vous avez mordu dans la maison, ils vont progressivement vous faire verser de l'argent jusqu'à X montant. En outre, une usine clandestine qui produisait de l'huile impropre à la consommation a aussi été démantelée par cette brigade. Nous avons attendu que l'intéressé embarque 150 bidons de 20 litres pour livrer à un commerçant en ville. Et nous avons intercepté le camion. Et effectivement, on s'est rendu compte que c'est de l'huile brute. Plus de 100 victimes sont tombées dans le piège de ces escrocs qui ont été appréhendés grâce à la collaboration des citoyens. La gendarmerie nationale invite une fois de plus les populations à plus de vigilance et de collaboration. Hors du pays dont il est, le président Adama Barrow a prêté serment devant des responsables d'organisations internationales et régionales. Il a juré d'exécuter fidèlement la fonction de président de la République de Gambie. C'était à la représentation diplomatique du pays au Sénégal, alors que le président Yaya Jammeh refuse toujours de quitter son siège.
Menace soutenue d'une intervention militaire en Gambie. Des troupes de plusieurs pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, unique voisin terrestre de la Gambie, et le Nigeria, poids lourd régional, se tenaient prêtes à intervenir à partir du Sénégal. La crise politique se poursuit en Gambie alors que le président sortant, Yahya Jammeh, refuse toujours de quitter le pouvoir malgré la menace soutenue d'une intervention militaire internationale. Le nouveau président gambien élu, Adama Barrow, devait prêter serment jeudi après-midi à l'ambassade de Gambie à Dakar. Parallèlement, le Conseil de sécurité de l'ONU devait voter ce jeudi sur un projet de résolution présenté par le Sénégal pour soutenir une éventuelle intervention militaire. Le risque de troubles a poussé des milliers de personnes, gambiens, résidents étrangers comme touristes, à quitter le pays depuis plusieurs jours. Et puis un porte-parole de l'armée sénégalaise cité par l'agence France Presse a indiqué que les troupes sénégalaises ont pénétré en territoire gambien. Juste avant, le Conseil de sécurité des Nations Unies a apporté à l'unanimité son soutien aux initiatives menées par la CEDEAO pour pousser le président sortant Yahya Jammeh à quitter le pouvoir. Dans le pays qu'il va diriger les 5 prochaines années, Donald Trump est arrivé ce jour à Washington où les célébrations ont déjà commencé. Hommage aux vétérans, dépôt de gerbes, mais aussi un concert gratuit non loin du mémorial. Autant d'activités prévues et dont la sécurité est assurée par quelques 28 000 policiers. Donald Trump deviendra officiellement demain le 45e président des États-Unis. Hier, alors que l'organisation refusait le fascisme, espérait encore stopper sa présidence avant qu'elle ne commence, le magnate de l'immobilier postait ce message sur Twitter. Il affirme avoir écrit le discours de sa cérémonie d'investiture il y a 3 semaines. Une cérémonie que 2 membres démocrates du Congrès, Jerrold Nadler et Adriano Espaillat, ont décidé de boycotter. Selon un sondage du Wall Street Journal, Donald Trump ne compte que 44% d'opinion favorable à la veille de son investiture contre 68% pour Obama il y a 8 ans. Demain encore, de nombreuses manifestations sont prévues contre le président élu. Mais des milliers de ses partisans devraient également faire le déplacement. Le verdict du procès de Madi Ouedraogo et des 28 autres tombés dans la nuit d'hier a fait les titres de vos journaux. La deuxième sortie des étalons est différemment analysée par les quotidiens de ce 19 janvier, lu pour nous par Touobom Evelyne Dabiré. Les étalons au petit trou vers la qualification, les étalons restent encore en vie. C'est les conclusions que tire l'observateur Palga et Sidoya suite au résultat nul du match entre le Burkina et le Gabon. Aujourd'hui, Ofaso déroule le match et rapporte que les Burkinabés ont inquiété par les pertes des balles et les mauvaises passes. Malgré ce nul, les étalons conservent l'espoir de se qualifier et pour preuve, les propos de ces derniers dans l'observateur Palga. Rien n'est perdu, selon Hervé Kofi. Il va falloir tout donner pour ne pas sortir avec des regrets, dixit Issoufou Dayo. Un espoir quelque peu émoussé par les blessures de Jonathan Zongo et Jonathan Pitroapa, qui sont désormais hors jeu. Le premier à cause d'une déchirure des muscles, le second pour une déchirure ligamentaire, informe Notre Temps. Les étalons sont désormais maîtres de leur destin, écrit aujourd'hui au Faso. Des étalons qui affirment en chœur dans l'observateur Palga, il faudra forcément battre la Guinée-Bissau. Autre fait de l'actualité nationale, le verdict du procès de l'ex-RSP est tombé hier mercredi 18. 15 ans, 10 ans et 6 mois fermes sont entre autres les peines prononcées par le tribunal militaire de Ouagadougou après plus de 8 heures de délibéré, informe Sidoya. Avant ce acte final, l'occasion a été donnée une fois de plus aux accusés de dire leurs derniers mots après la plaidoirie de leur avocat, écrit Le Pays. Et si certains ont préféré s'en remettre à ce que leurs avocats ont déjà dit, d'autres comme le soldat Bado et le caporal Madi Ouedraogo n'ont pas été avares en parole. Le caporal Madi Ouedraogo qui écope de 15 ans ferme. La peine des accusés en intégralité à voir dans le pays. Et en bref, le Sénégal est le premier pays qualifié pour les quarts de finale en s'imposant 2-0 devant le Zimbabwe. Les Lions de la Teranga dans le groupe B comptent 6 points plus 4. Dans le même groupe, la Tunisie a battu l'Algérie 2-1 et se relance ainsi dans le groupe.
Merci d'avoir suivi ce journal-là. Comme tous les soirs à 22h30, depuis le début de la CAN, Christelle Paris vous retrouve pour le journal spécial. Demain, Nathalie Kaoré vous retrouve pour les actualités du week-end. À bientôt et très bonne soirée sur la télévision du Burkina.